Le 2 août 1996, en direct d'Atlanta en Géorgie, se tient la finale de lutte libre aux Jeux Olympiques. Le combat pour la médaille d'or dans la catégorie des moins de 100 kg oppose l'Iranien Abbas Jadidi à l'Américain Kurt Angle, et le moins qu'on puisse dire c'est que ce dernier part avec un sacré désavantage. Lors d'un combat de qualification pour les JO quelques temps plus tôt, il s'est brisé la nuque et le premier diagnostic du médecin était clair, sa carrière était terminée et il ne pourrait plus jamais combattre. Seulement, cette édition des Jeux Olympiques à l'époque, ça représente le seul espoir de médaille pour Kurt Angle, et donc il est hors de question de baisser les bras. Après une visite chez un autre médecin, il obtient une solution temporaire qui nécessite 5 mois de repos avant les Jeux Olympiques et des injections dans la nuque avant chacun de ses matchs, et naturellement, Kurt Angle accepte cette proposition. C'est donc avec 2 vertèbres cervicales fracturées et 2 hernies discales que Angle participe à la finale des Jeux Olympiques de 1996, et à la surprise de tout le monde, il réussit à venir à bout de son adversaire pour remporter la médaille d'or et marquer l'histoire de la lutte en réalisant un accomplissement inimaginable. Vous le voyez, avec ça, l'histoire de ce lutteur est déjà impressionnante et il aurait pu rester simplement une icône de la lutte en étant un symbole de persévérance et de succès. Mais si vous êtes là, vous connaissez certainement cet homme pour une carrière bien différente, celle qu'il a décidé de poursuivre après son succès olympique. Vous l'aurez compris, il est l'heure de revenir ensemble sur l'histoire d'un des plus grands catcheurs de tous les temps, Kurt Angle. Alors, on a commencé cette vidéo en parlant de la carrière de Kurt Angle en lutte amateur, et vous avez vu, j'ai réussi à vous trouver quelques images d'archives pour illustrer tout ça, mais en vrai c'était assez compliqué. Mais heureusement, pour le reste de la vidéo, ça va être nettement plus simple, puisqu'on va aborder les grandes heures de Kurt Angle à la WWE, et pour revivre tout ça, rien de plus simple, il m'a suffi d'utiliser le sponsor de cette vidéo, NordVPN, pour retrouver toutes les archives de la carrière de Angle sur Netflix. En théorie, ces archives ne sont pas disponibles en France à l'heure actuelle sur Netflix, mais c'est là que NordVPN me vient en aide, puisque grâce à lui, je peux changer ma localisation virtuelle pour me placer en Angleterre, et tout ça en quelques clics pour profiter de tout le contenu de la WWE en direct et en rediffusion. À côté de ça, je sais aussi que ma navigation en ligne est protégée en permanence puisque NordVPN chiffre toutes les données de navigation et il empêche les personnes mal intentionnées d'observer ce que je fais. Oui, si je veux regarder 50 fois le jour où Randy Orton a gagné le titre de champion du monde, ça regarde absolument que moi. Et en plus, NordVPN a même une fonctionnalité qui me prévient si jamais le site que je visite est malveillant, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un site de phishing ou d'une fausse boutique en ligne. Donc vous l'aurez compris, NordVPN c'est votre meilleur allié, autant pour regarder du catch en 2025 que pour protéger vos données de navigation, et pour en profiter au meilleur prix, la meilleure chose à faire c'est de vous rendre sur nordvpn.com/monsieurhawkin pour obtenir 4 mois gratuits sur vos abonnements de 2 ans. Je vous laisse donc vous rendre sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour profiter de NordVPN à moins de 3 € par mois et l'utiliser sur jusqu'à 10 appareils en simultané. Et sur ce, on peut revenir ensemble sur la carrière de Kurt Angle. Alors, vous le savez peut-être pas, mais c'est pas la WWE qui va approcher le lutteur en premier après sa victoire aux Jeux Olympiques. En fait, dès le mois d'octobre 1996, Kurt est contacté par Shane Douglas, qui l'invite au prochain show de la ECW à Philadelphie, et puisque la discipline l'intrigue, Angle décide d'accepter l'invitation, et il apparaît donc sur le ring pour échanger quelques mots avec Little Guido et Taz, avant d'aller se placer à la table des commentateurs pour animer leur combat. Sauf que si ce soir-là, Angle était venu en repérage et qu'il envisageait déjà la possibilité d'entamer une carrière de catcheur, un événement vraiment spécial va totalement changer son avis sur la discipline et retarder de plusieurs années ses débuts dans le catch. En fait, alors que tout se passe bien et que Kurt passe une plutôt bonne soirée dans la promotion la plus extrême des États-Unis, un segment impliquant le Sandman et Raven va profondément choquer le lutteur olympique et carrément le pousser à quitter la salle. La rivalité entre les deux catcheurs n'a eu de cesse de s'amplifier dans les semaines précédentes et elle va dépasser un stade ce soir-là puisque Raven va s'en prendre à son adversaire et l'accrocher à une croix avant de lui placer une couronne de barbelés sur la tête pour reproduire une crucifixion dans un programme de catch. Cette scène va d'ailleurs tellement choquer les fans que Raven sera obligé de revenir plus tard dans le show pour offrir des excuses, ce qui était quasiment jamais arrivé dans l'histoire de la ECW, mais malheureusement le mal était déjà fait puisque Kurt Angle quitte la salle à la seconde où le Sandman est placé sur la croix, et en partant il indique à Paul Heyman que s'il apparaît sur le même programme qu'un tel segment, il n'hésitera pas à lancer une procédure judiciaire. Finalement, l'apparition de Angle sera bien diffusée, mais la ECW décidera de retirer l'extrait entre le Sandman et Raven pour éviter de choquer encore plus de fans, et les débuts du champion olympique dans le catch seront alors repoussés de plusieurs années. En fait, quelques temps après ce passage à la ECW, Kurt va bel et bien recevoir une offre de la part de la WWF, mais à cette époque, il a un regard très critique sur le catch et ne comprend pas comment on peut accepter de perdre des combats, et donc il refuse la proposition et se concentre sur d'autres projets. Sauf que, vous le savez, et c'est peut-être même le cas pour certains d'entre vous, le catch ça finit toujours par revenir nous chercher. En l'occurrence, 2 ans plus tard, Kurt Angle se met à regarder Raw tranquillement chez lui et il découvre alors un certain Stone Cold Steve Austin qui est à l'époque au sommet de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'en quelques semaines, son regard sur le catch change totalement et qu'il signe même un contrat avec la WWF pour débuter officiellement sa nouvelle carrière.
Et c'est à partir de là qu'on va comprendre à quel point Kurt Angle est réellement un athlète hors norme. En quelques jours à peine, il comprend les rudiments du catch et sa progression est telle qu'il commence très vite à combattre devant un public dans des programmes non télévisés, ce qui lui permet notamment de faire face à d'immenses légendes du catch comme par exemple Owen Hart. Arrivé à l'été 1999, Kurt combat déjà dans des live events pour la WWF et il apparaît même dans un match non télévisé lors du pay-per-view King of the Ring, et au mois de novembre, les premières vignettes annonçant son arrivée commencent à être diffusées. Dans ces vignettes, on nous présente Kurt Angle comme un héros national avec un palmarès impressionnant en lutte amateur, et il ne faut pas attendre longtemps après ça pour le voir faire ses débuts officiels, puisque lors de Survivor Series, il fait sa toute première entrée à la WWF pour faire face à Shawn Stasiak. Et là, il y a pas mal de choses à dire. Déjà, on sent que dès ses débuts, Kurt Angle avait absolument tout pour réussir, il a d'entrée de jeu la musique qu'il gardera toute sa carrière, il a aussi une tenue qui correspond parfaitement à son style et à son personnage et qui ne bougera quasiment jamais non plus, et dans le ring, il propose aussi de très belles choses. Mais c'est pas tout. Parce que si à la base la WWF avait peut-être prévu de présenter Kurt Angle comme un favori du public, ils ont très vite compris que ça ne fonctionnerait pas. En s'autoproclamant le premier vrai athlète à combattre pour la WWF et en mettant en avant son succès hors de l'entreprise, Kurt ne s'attire évidemment pas du tout le soutien des fans et même bien au contraire, et donc tout le monde comprend très vite qu'il va devoir se positionner en tant que heel, c'est-à-dire en tant que méchant. Et c'est aussi là qu'on comprend à quel point Kurt Angle est extrêmement talentueux. Pendant le match, il sort du ring pour prendre un micro et se plaindre d'être hué par la foule, il explique aux fans qu'il est venu là pour eux et pour leur montrer ce qu'était un vrai athlète, et finalement il revient dans le ring pour venir à bout de son adversaire avec une première version de son Angle Slam. Et à partir de là, tout va très vite accélérer. Kurt Angle est tellement talentueux qu'il a une progression hallucinante dans l'entreprise, il revient chaque semaine pour montrer son talent dans le ring et même au micro alors que c'était loin d'être sa spécialité sur le papier, et il s'enfonce de plus en plus dans son personnage de vrai athlète qui ne comprend pas comment les fans peuvent soutenir des clowns comme le Godfather plutôt qu'un lutteur talentueux comme lui. Très vite, Angle comprend comment jouer avec les fans pour obtenir des réactions de plus en plus importantes, et si on peut imaginer qu'à la base il était hué par le public de l'Attitude Era qui le voyait comme un opportuniste qui comptait profiter du catch pour s'offrir une seconde carrière, il devient finalement un catcheur que la foule adore détester, et c'est là que tout va s'accélérer. Semaine après semaine, Angle enchaîne les victoires et il reste invaincu pendant toute l'année 1999, qu'il conclut notamment en venant à bout de Steve Blackman pour sa seconde apparition en pay-per-view, et il démarre l'année suivante de la même manière en battant tous ceux qui se tiennent sur sa route. Alors oui, certaines de ses victoires sont par disqualification, puisqu'il faut pas oublier que Kurt est un méchant, donc c'est logique qu'il vole quelques matchs contre certains des plus grands gentils de l'entreprise, mais sa longue série de victoires ne prend fin qu'au Royal Rumble 2000, où Taz accepte son Open Challenge et le bat au terme d'un match court mais vraiment sympa pour faire ses débuts à la WWF. Bon, en l'occurrence, la décision est assez controversée parce que Taz vient à bout de Angle avec une prise interdite dans l'entreprise, donc la série de victoires du champion olympique ne prend pas officiellement fin, mais elle ne survit pas bien longtemps après ça puisque The Rock bat Kurt Angle lors du Raw du 31 janvier 2000, et le lutteur part donc s'attaquer à d'autres histoires. Très vite, Kurt va se lancer à la poursuite du titre européen qu'il remporte 2 semaines plus tard à SmackDown en venant à bout de Val Venis, et il enchaîne en battant Chris Jericho lors de No Way Out pour remporter le titre intercontinental et continuer à imposer sa suprématie. Parce que oui, à l'époque, non seulement Kurt Angle est double champion, mais en plus il est de plus en plus fort dans le ring et il propose des matchs d'une qualité supérieure à ceux de la majorité du roster, et donc les dirigeants de l'entreprise comprennent très vite qu'ils ont de l'or entre les mains. Angle va donc enchaîner les victoires dans les semaines suivantes, se dirigeant petit à petit vers son premier WrestleMania en ne perdant des matchs que par disqualification ou des comptes extérieurs, et il se dirige bel et bien vers la plus grande scène du monde au mois d'avril où il défend ses 2 titres contre Chris Jericho et Chris Benoit. Bon, malheureusement, cette première apparition à WrestleMania ne va pas très bien se passer pour Angle puisqu'il perd d'abord son titre intercontinental après le tombé de Chris Benoit sur Jericho, et alors qu'il espère bien s'accrocher à son titre européen après ça, Y2J revient dans le match et rive les épaules du nouveau champion intercontinental pour retirer son second titre au champion olympique. Et en vrai, je trouve ça extrêmement bien pensé, parce que même si depuis sa défaite contre The Rock en début d'année, Angle a perdu quelques matchs, il continue de se prétendre meilleur que tout le monde, et le fait qu'il perde ses 2 ceintures le même soir, c'est ultra intelligent. En plus, il reste relativement protégé puisqu'il ne subit aucun tombé, ce qui lui permet de revenir dès le lendemain pour faire une promo très sympa qui continue de construire son personnage, et il enchaîne en venant à bout de Val Venis pour reprendre en confiance. Bon, pour autant, Kurt Angle ne redevient pas champion tout de suite après ça puisqu'il perd ses 2 opportunités au titre intercontinental, et il entame alors une toute nouvelle histoire en commençant à faire équipe avec Edge et Christian. En parallèle, il popularise une de ses catchphrases de l'époque, puisqu'il arrête pas de répéter « c'est vrai » à la fin de chacune de ses promos, et au global, cette association avec les champions par équipe lui permet de se diriger petit à petit vers un personnage un peu plus comique. Parce que oui, c'est vraiment ça qui fait la force de Kurt Angle. Lui qui considérait le catch comme une discipline ridicule a très vite compris qu'en utilisant son côté comique associé à son talent dans le ring et au micro, il pouvait devenir un des plus grands de l'entreprise, et c'est justement précisément ce qui va se passer peu de temps après. Arrivé au mois de juin, il met un terme à son association avec Edge et Christian, et il se dirige très vite vers le tournoi King of the Ring qu'il remporte après avoir vaincu Rikishi, et grâce à ça, il rejoint soudainement la cour des grands pour se lancer à la poursuite du titre mondial.
En l'occurrence, au lendemain de sa victoire, il obtient un match pour devenir challenger numéro 1 au titre, mais c'est The Rock qui ressort vainqueur, ce qui éloigne temporairement Kurt de la ceinture pour le laisser entamer une petite rivalité contre Kane et l'Undertaker, en plus de démarrer une association avec Triple H qui ne sera pas de très longue durée. En fait, dans toute cette histoire, Angle se place du côté des figures d'autorité de l'époque et donc il s'associe à Triple H et à Stephanie McMahon tout en essayant de récupérer le titre du Rock. Mais très vite, la relation entre The Game et sa femme va devenir compliquée et le médaillé olympique va se rapprocher petit à petit de Stephanie. Tout ça va naturellement causer des tensions entre Triple H et Angle, d'autant qu'à côté de ça, les deux visent le titre de champion du monde et ils couvrent Chris Jericho en même temps dans un match pour devenir challenger. Et donc la WWF décide que lors de SummerSlam, The Rock défendra sa ceinture dans un match à 3. Malgré ça, dans la route vers SummerSlam, Angle et Triple H vont quand même continuer à travailler ensemble, mais finalement la rivalité va pour de bon se lancer, puisque Angle embrasse la femme de Triple H à quelques jours du plus grand show de l'été, et les deux commencent donc à s'affronter à SummerSlam avant même l'arrivée du champion. Cette haine mutuelle et ce manque de concentration sur la ceinture va coûter très cher à Angle et Hunter, puisqu'au terme d'un match incroyable dans lequel Kurt subit d'ailleurs une grave commotion cérébrale après un pedigree raté sur la table des commentateurs, The Rock réussit à river les épaules de Triple H pour conserver sa ceinture, et éloigner alors Kurt Angle du sommet de l'entreprise. Du coup, avant de pouvoir se reconcentrer sur la ceinture, Kurt va devoir régler sa rivalité avec Hunter, qu'il retrouve une première fois lors d'Unforgiven dans un match sans disqualification, qu'il va malheureusement perdre. Mais pour se relancer, il bat son rival lors du Raw du 2 octobre 2000 pour obtenir un match de championnat contre le Rock lors de No Mercy. Accompagné par Stephanie McMahon, Angle est ce soir-là déterminé à enfin remporter le titre suprême, et justement au terme d'un match exceptionnel qui lui permet de prouver son immense talent dans le ring, le médaillé olympique atteint une étape majeure dans sa carrière, puisqu'il rive les épaules du Rock grâce aux erreurs de Rikishi, et il remporte alors enfin le titre de champion de la WWF. A partir de là, la carrière de Kurt Angle peut pour de bon exploser, il défend son titre dès le lendemain de sa victoire contre l'ancien champion et Triple H, et il se présente régulièrement à Raw, à SmackDown et en pay-per-view pour conserver son titre, et prouver dans le même temps qu'il a bel et bien sa place parmi les plus grands de l'entreprise. Justement, pour confirmer ça, il réussit à remporter le Hell in a Cell à 6 catcheurs lors de Armageddon 2000, un match absolument incroyable que j'ai récemment retracé sur la chaîne et que je vous conseille d'aller voir. Et l'année 2000 se conclut alors avec un Kurt Angle à son prime qui semble invincible à la tête de la WWF. Il ouvre l'année suivante en venant à bout de Triple H lors du Royal Rumble et enchaîne les victoires en début d'année, que ce soit en solo ou en équipe, en plus de recevoir les premiers chants You Suck avec sa musique d'entrée lors du SmackDown du 22 février 2001. Mais malheureusement, il ne se dirige pas vers WrestleMania 17 en tant que champion, puisqu'il est battu par le Rock à No Way Out, et doit donc se diriger vers d'autres histoires. En l'occurrence, si cette défaite l'éloigne du titre mondial, elle lui permet d'entamer un changement important, puisque même si Kurt Angle reste heel pour l'instant, il intègre petit à petit des éléments plus sérieux dans sa personnalité, ce qui l'entraîne dans une rivalité plutôt sympa avec Chris Benoit, qu'il retrouve à WrestleMania 17 et qu'il bat dans un match extrêmement bon. Ce soir-là, Angle et Benoit ont l'occasion d'offrir aux fans un pur combat de lutte avec du grappling et une intensité vraiment cool, et c'est totalement Kurt qui ressort grandi de l'affrontement, puisqu'en plus de gagner, il appuie sur les côtés détestables de son personnage, tout en montrant qu'il est tellement bon que c'est difficile de ne pas l'apprécier. Et c'est là tout le paradoxe de Kurt Angle, ce mec est absolument incroyable dans le ring, c'est à mes yeux sans aucun doute un des meilleurs catcheurs de l'histoire. Et quand on revient aujourd'hui sur ses plus grandes heures, on remarque que même s'il était heel, il restait grandement apprécié par les fans, qui reconnaissaient autant son talent d'athlète que celui d'acteur. Bon, ceci dit, après WrestleMania, Angle quitte un peu le devant de la scène et il ne fait rien de très important dans la suite de sa rivalité avec Benoit, mais pour autant, à chaque fois que les deux se retrouvent dans le ring, c'est pour nous offrir des matchs d'une immense qualité, et justement, tout ça prend fin lors de Judgment Day dans un très bon 3 Stages of Hell, qui permet à Kurt Angle de reprendre sa médaille olympique qui lui avait été volée par son rival. Maintenant débarrassé d'un de ses rivaux les plus importants, Kurt Angle peut se reconcentrer sur des tâches différentes comme le King of the Ring qu'il intègre en battant Hardcore Holly début juin, mais qu'il va finalement perdre en étant battu par Edge lors de la finale. Sauf que normalement, si je vous parle de Kurt Angle au King of the Ring 2001, vous pensez pas exactement à ça. Et oui, quelques minutes après avoir été vaincu par Edge dans la finale du tournoi, Kurt Angle doit participer à un troisième match dans cette même soirée, un street fight contre Shane McMahon qui a marqué tous les fans de l'époque. En fait, à ce moment-là, la WWF a racheté son rival, la WCW, et c'est Shane qui prend la tête de l'entreprise déchue pour la ramener aux écrans et démarrer la storyline de l'invasion qui va occuper tout le monde pendant plusieurs mois. Sauf que, justement, avant de lancer pour de bon l'invasion, Shane démarre une rivalité avec Kurt Angle et les deux donnent absolument tout lors du King of the Ring, puisqu'ils nous offrent près de 30 minutes d'une guerre hallucinante avec des spots qui font encore aujourd'hui partie des plus marquants de l'histoire. Franchement, si vous n'avez jamais vu ce match, foncez, le moment où Shane ne passe pas à travers la vitre et qu'il tombe droit sur la tête sur le décor, c'est juste hallucinant, et quand on sait que Kurt Angle a déjà combattu 2 fois avant d'avoir ce match, on réalise à quel point ce mec est juste surhumain.
Et donc, vous vous en doutez, cette performance ne passe clairement pas inaperçue à l'époque, et les fans qui avaient déjà compris à quel point Angle était talentueux commencent de plus en plus à l'apprécier et à le respecter, et puisqu'il rejoint en plus la WWF dans sa guerre contre la WCW, le médaillé olympique passe du côté des gentils pour la première fois de sa carrière, et entame alors une toute nouvelle histoire. Dans cette rivalité, Angle se retrouve face à des noms qu'il n'avait encore jamais croisés sur le ring, comme Booker T ou Raven, et il embrasse une fois de plus son côté comique puisqu'il tente régulièrement de s'attirer les faveurs du président Vince McMahon pour démarrer une histoire avec Stone Cold Steve Austin. Parce que oui, quelques mois plus tôt, Stone Cold a tourné le dos aux fans et il s'est allié à McMahon pour battre le Rock sur la plus grande scène du monde, et donc les deux vont jouer les faillots pendant les semaines précédant Invasion dans des segments honnêtement plutôt marrants. Justement, lors d'Invasion, Angle va faire partie de la team WWF qui tente ce soir de défendre l'entreprise contre la WCW et la ECW, et même si son équipe est vaincue ce soir-là, le médaillé olympique persiste et il vient à bout du champion de la WCW 2 jours plus tard, pour remporter ce titre pour la toute première fois. Bon, malheureusement, son règne va être de très courte durée, puisque dès le Raw suivant, il perd la ceinture à cause d'une intervention de Stone Cold, ce qui confirme la rivalité entre les deux, et les mène à SummerSlam, où ils se font face en 1 contre 1 pour la toute première fois en pay-per-view. Ce soir-là, Angle va encore voler le show avec son adversaire, puisque les deux nous offrent une guerre de près de 30 minutes avec de nombreux retournements et segments excellents, et finalement, le challenger se fait voler la victoire par le champion, puisque Stone Cold s'en prend à l'arbitre et se fait disqualifier, ce qui lui permet de conserver sa ceinture. Ceci dit, même si Kurt Angle ne repart pas ce soir-là avec le titre mondial, il obtient encore plus de respect et de soutien de la part des fans, autant pour sa performance que pour l'injustice qu'il subit, et il continue alors sa rivalité avec Steve Austin pour mener entre autres à ce fameux segment du camion de lait qui a marqué énormément de fans. En plus, tout rentre très vite dans l'ordre pour Angle puisqu'il vient finalement à bout de son rival lors d'Unforgiven pour devenir champion de la WWF une seconde fois. Bon, je sais que ça devient une évidence maintenant, mais je le précise quand même, le match est très bon, d'autant qu'il se déroule chez Kurt Angle, ce qui lui vaut une réaction gigantesque quand il fait son entrée et une encore plus grande quand il remporte la ceinture. Et même si pour moi c'est pas son meilleur match dans l'entreprise, ça reste une des soirées les plus importantes de sa carrière. Et c'est ça qui est hallucinant avec Kurt Angle. Même quand il sort une folie dans le ring et qu'on se dit que c'est certainement son meilleur match, on réalise très vite qu'il a soit fait mieux par le passé, soit qu'il fera mieux quelques mois ou années plus tard. Alors en l'occurrence, il ne va pas trop avoir la possibilité de sortir des classiques avec la ceinture, puisque 2 semaines à peine après cette grande consécration, Angle est battu par Stone Cold lors du Raw du 8 octobre, et il ne réussit pas à reprendre le titre dans le triple menace lors de No Mercy, ce qui l'oblige à se diriger vers d'autres histoires. Il retrouve malgré tout très vite de l'or, puisqu'il bat Rhino dès le lendemain pour remporter le titre des États-Unis de la WCW, qu'il va défendre régulièrement dans les semaines suivantes, et qui lui permet entre autres de repasser du côté des méchants, puisqu'il s'associe à Stone Cold et à Shane McMahon pour rejoindre l'Alliance. Ce retour en tant que heel ne va pas tout de suite être bénéfique pour Angle, puisqu'il perd son match de championnat du monde contre Jericho lors de Rebellion, et il perd le titre des États-Unis 2 semaines plus tard au profit de Edge, mais pour quand même se remettre en avant après ça, il tourne le dos à l'Alliance lors de Survivor Series, offrant la victoire à la WWF et révélant qu'il n'était en fait qu'un infiltré. Pour autant, ça ne le ramène pas du tout du côté des favoris du public après ça, puisqu'il tente sa chance contre The Rock et Stone Cold pour leurs titres respectifs dans les semaines suivantes, en plus de se prétendre sauveur de la WWF, et il conclut finalement l'année sans ceinture avant d'intégrer le Royal Rumble 2002 pour essayer de trouver une place sur la plus grande scène du monde. Malheureusement pour lui, cette première apparition au Royal Rumble n'est pas couronnée de succès, puisque même s'il atteint la finale, il est éliminé par Triple H qui se dirige alors vers un match de championnat à WrestleMania 18, alors que Angle lui se contente d'un match simple contre Kane qui honnêtement est plutôt oubliable. Et donc, il va être temps pour le champion olympique de se relancer. Après WrestleMania, la WWF devient officiellement la WWE et le roster est séparé en 2 branches claires avec Raw d'un côté et SmackDown de l'autre, et c'est justement dans le show bleu que Kurt Angle est envoyé pour s'attaquer à une toute nouvelle histoire. L'histoire en question, vous la connaissez peut-être, c'est une des plus connues de la carrière de Kurt Angle puisqu'il démarre une rivalité avec Edge qui va nous offrir des segments hilarants dans les vestiaires et qui va apporter à l'ancien champion du monde de nombreux changements importants. Déjà, si les chants You Suck pendant son entrée avaient commencé en février 2001, ils s'amplifient énormément à ce moment-là et la rivalité avec Edge aide encore plus à les populariser, notamment grâce aux excellents échanges entre les deux. Et si à l'époque l'objectif est clairement d'énerver Kurt Angle, ce chant va le suivre toute sa carrière, qu'il soit heel ou face, au point de devenir une vraie marque de respect pour lui. Bon, en l'occurrence, à l'époque, Kurt est hors de lui dès que le public lui dit qu'il craint, mais c'est pas la seule chose importante qui se produit à l'époque, puisque sa rivalité avec Edge le mène à Judgment Day 2002, où les deux se font face dans un match dans lequel le perdant doit se faire raser la tête. Alors, vous le savez, on n'a jamais vu Edge chauve, en tout cas pas encore, et certains d'entre vous ne connaissent peut-être que cette version de Kurt Angle, et donc c'est bel et bien lui qui perd le match et qui se fait raser le crâne par son rival, après un combat là aussi vraiment très bon. Ce nouveau look pour Kurt Angle l'aide à amplifier son côté détestable et humoristique, puisqu'au lendemain de sa défaite, il vient avec une perruque sous les chants du public, qui lui crie qu'il est chauve, et il se lance alors dans une rivalité avec Hulk Hogan, qui va révéler son crâne au monde entier avant de l'affronter lors du King of the Ring.
Si avec ça, on pourrait croire que Angle va devenir la risée du roster et se diriger vers un personnage purement comique qui perd tous ses matchs importants pour mettre en avant ses adversaires, c'est absolument pas le cas et c'est même plutôt le contraire qui va se passer, puisque lors de son tout premier match avec Hulk Hogan, Kurt Angle le coince dans son ankle lock et réussit à le faire abandonner pour marquer l'histoire en étant le tout premier catcheur à le battre par soumission à la WWE. Et d'ailleurs, rien à voir, mais en me renseignant sur ce match et sur cette info, je suis tombé sur un autre fait assez surprenant. Sachez que Hulk Hogan n'a perdu de manière clean que contre 14 catcheurs dans sa carrière, et qu'il n'a en réalité perdu que 26 matchs en 1 contre 1 par tombée ou par soumission. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite info sur Hogan, hein, mais concernant Angle, c'est quand même un fait très marquant et très important dans sa carrière, qui lui permet encore de montrer à quel point sa transition vers le catch a été un immense succès. Bon, après, il faut aussi dire qu'en 2002, il n'y a plus vraiment de doute là-dessus. Kurt Angle est déjà multiples fois champion du monde et il a eu certains des plus grands matchs de l'entreprise. Et en plus, croyez-moi, c'est très loin d'être terminé. Parce que, naturellement, après cette victoire, Kurt Angle se dirige à nouveau vers le sommet de la carte, et s'il offre à John Cena son tout premier match dans l'entreprise dès le lendemain en lançant un défi ouvert qui marque le début d'une des plus grandes carrières de la WWE, il se retrouve la semaine suivante contre le champion du monde Undertaker pour tenter de récupérer la ceinture. Malheureusement, Angle n'arrive pas à ses fins ce soir-là, il n'a pas plus de succès dans un triple menace lors de Vengeance, et il continue alors l'été en se lançant dans une rivalité contre Rey Mysterio, qu'il affronte à SummerSlam pour encore offrir aux fans un très bon match. Après ça, le médaillé olympique revient un peu dans le milieu de la carte en relançant d'abord sa rivalité avec Chris Benoit lors de Unforgiven avant de former une équipe surprenante avec lui dans les semaines suivantes, qui les mène finalement à No Mercy où ils vont battre Rey Mysterio et Edge pour remporter les titres tag team. Du coup, si cette équipe partait plutôt mal puisqu'elle avait été créée de force par Stephanie McMahon, on voit qu'elle fonctionne finalement très bien, tellement d'ailleurs que cet incroyable match à No Mercy est élu combat de l'année par le Wrestling Observer, mais malheureusement, elle ne va pas durer longtemps après ça puisque les deux perdent leur ceinture lors du SmackDown du 7 novembre et ils se séparent quelques temps après. Cette séparation va renvoyer Kurt Angle en solo et il profite très rapidement de la situation pour reprendre une place au sommet puisqu'il vient à bout de Benoit, Guerrero et Edge pour devenir challenger numéro 1 au titre du Big Show. Et il conclut l'année 2002 en remportant la ceinture de champion indisputé lors de Armageddon. En l'occurrence, cette victoire, il la doit à Brock Lesnar qui est intervenu pour attaquer le Big Show, et si Kurt indique d'abord à son sauveur qu'en échange de son aide, il lui offre un match de championnat quand il le souhaite, il revient très vite sur ses propos, et tout ça lance alors une rivalité extrêmement attendue. Dans le cadre de cette histoire, Kurt va d'abord s'associer brièvement à Paul Heyman qui lui propose 2 associés avec Shelton Benjamin et Charlie Haas qui forment la team Angle, et grâce à ça, le champion démarre 2003 de la meilleure des manières puisqu'il vient à bout de Chris Benoit lors du Royal Rumble après un nouveau match exceptionnel. D'ailleurs, selon moi, ce match c'est le meilleur entre les deux, donc si je dois vraiment vous en conseiller qu'un seul, ce serait celui-là, mais je pense que vous l'avez compris, dès que Angle et Benoit se retrouvent dans un ring à l'époque, c'est pour nous sortir des matchs incroyables, donc si jamais vous décidez de tous les regarder, vous serez assurément pas déçus. Mais bref, ce match c'est pas la seule chose importante qui se passe ce soir-là, puisque quelques temps après, Brock Lesnar vient à bout de 29 catcheurs dans le Royal Rumble pour obtenir une chance au titre de Kurt Angle lors de WrestleMania. Et donc l'affiche du main event du plus grand show de l'année est officielle, et les fans l'attendent déjà avec impatience. Parce que oui, avec le passé de lutteur des deux hommes et leur talent athlétique hors norme, ça paraissait évident qu'on aurait droit à un match historique lors de WrestleMania 19, mais en réalité, si ce match a marqué les esprits, c'est pas seulement pour sa qualité. Et oui, vous savez certainement de quoi je parle, dans le main event de WrestleMania, Angle et Lesnar nous sortent un très grand match avec des spots impressionnants et des retournements de situation excellents, mais ce qu'on a tous retenu et dont on parle encore aujourd'hui, c'est ce fameux shooting star press tenté par le challenger, sur lequel il manque de se briser la nuque. Malgré cet incident, Lesnar réussit quand même à venir à bout de Kurt Angle après ça, et c'est d'ailleurs dommage que ce spot attire toute l'attention, parce qu'on a tendance à oublier que le match était vraiment attendu et qu'il était largement à la hauteur. Mais pour Kurt Angle, cette défaite c'est aussi l'occasion de s'éloigner des écrans pour soigner une blessure à la nuque qui le gêne depuis déjà un bon moment. Enfin oui, quand je dis que cette blessure le gêne, c'est que littéralement sa nuque est encore cassée. En gros, lors de No Way Out 2003, alors qu'il est sur le dos de Lesnar pour une prise du sommeil, il se fait envoyer dans le coin violemment et il subit encore des dégâts importants à ses vertèbres, ce qui non seulement ne l'empêche pas de finir le match en sortant encore des dingueries, mais ce qui surtout ne l'empêche pas de nous sortir un match incroyable à WrestleMania. Donc voilà, je pense que ceux qui doutaient encore du fait que Kurt Angle était un athlète hors norme, normalement là vous avez compris. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au lieu de subir une opération traditionnelle qui l'aurait éloigné des rings pendant un an, Kurt va opter pour une option différente qui réduit énormément la durée de son absence, et il fait donc son retour au mois de juin pour très vite passer du côté des favoris du public et revenir au sommet. Après s'être séparé de la team Angle, Kurt se dirige vers Vengeance où il bat le Big Show et Brock Lesnar pour à nouveau remporter le titre mondial, et il enchaîne alors les gros matchs après ça, défendant notamment sa ceinture contre l'Undertaker et Lesnar, avant de la perdre contre ce dernier lors d'un Iron Man match en plein épisode de SmackDown.
Avec tout ça, on approche de la fin de l'année 2003, Kurt Angle est adoré de tous et il est définitivement reconnu comme un des meilleurs catcheurs de l'entreprise, ce qu'il confirme dans sa rivalité contre John Cena, dans laquelle il nous offre ce fameux rap battle qui a marqué beaucoup de fans. Et il se dirige alors vers 2004, où après avoir battu Cena et le Big Show à No Way Out, il obtient une chance au titre de la WWE lors de WrestleMania. En l'occurrence, ce match le ramène très vite du côté des méchants, puisqu'il attaque le champion Eddie Guerrero quelques jours plus tard, et c'est donc sous les huées du Madison Square Garden qu'il défie Guerrero à WrestleMania. Et finalement, au terme d'un très bon match, Kurt Angle ne réussit pas à battre son rival, puisqu'il est surpris par Eddie qui le bat avec un roll-up, dans un moment que j'ai toujours adoré. Cette rivalité avec Eddie Guerrero, elle est d'ailleurs très cool, et à l'époque, beaucoup de fans espèrent en voir un peu plus, avec pourquoi pas une revanche dès le pay-per-view suivant, mais malheureusement, à ce moment-là, Kurt Angle est une fois de plus blessé à la nuque, et il doit donc s'absenter pendant plusieurs mois afin de guérir. Malgré ça, il va pas disparaître totalement des écrans puisque quelques semaines plus tard, il fait son retour en tant que General Manager de SmackDown, un rôle qu'il va garder pendant plusieurs mois et qu'il va utiliser pour mener la vie dure à son adversaire. Et finalement, arrivé à l'été, Angle est viré de son rôle de General Manager et il est contraint de remonter sur le ring pour faire face à Eddie lors de SummerSlam. Ce soir-là encore, les deux nous sortent un très bon match qui cette fois-ci est remporté par Angle et qui relance la rivalité avec quelques matchs dans les semaines suivantes qui permettent à l'ancien champion de s'occuper jusqu'à la fin de l'année. En l'occurrence, dans les derniers mois de 2004, Kurt Angle s'occupe de manière diverse, notamment en organisant des pseudo-combats de lutte sur les rings de la WWE pour montrer sa force et réaffirmer son personnage de médaillé olympique, ce qui lui permet entre autres de se confronter à Daniel Puder, un des participants de Tough Enough. En l'occurrence, cette interaction elle est connue pour de mauvaises raisons, parce que Daniel Puder va décider d'utiliser ses talents de combattant MMA pour coincer Angle dans un Kimura Lock bien réel qui va forcer l'ancien champion à trouver un moyen de lui river les épaules. Et si ce soir-là, Puder espérait certainement se faire un nom à la WWE, il a surtout réussi à s'attirer la colère de Kurt et des officiels qui, vous l'imaginez bien, étaient hors d'eux après cette tentative d'humiliation. Mais bref, avec tout ça, on arrive début 2005, Kurt Angle se relance à la poursuite du titre de champion du monde qu'il ne parvient pas à remporter lors du Royal Rumble, et il ne réussit pas non plus à obtenir un match de championnat lors de WrestleMania puisqu'il perd contre Cena à No Way Out, et il se trouve alors une route bien différente vers la plus grande scène du monde en démarrant une histoire contre Shawn Michaels. Une fois de plus, à WrestleMania, Kurt Angle va réussir à sortir du lot grâce à ça puisqu'il propose ce qui est sans aucun doute le meilleur match de la soirée contre le Heartbreak Kid pour leur première confrontation en 1 contre 1, et à nouveau c'est un match que je vous conseille et c'est même certainement mon préféré de la carrière de Kurt Angle. En plus, c'est un moment important pour lui puisqu'il avait perdu lors de ses 2 dernières apparitions sur la plus grande scène du monde et il peut donc continuer 2005 du côté de SmackDown avec divers matchs contre Booker T jusqu'à l'été où il est envoyé à Raw pour s'attaquer à d'autres histoires. Ce changement va ramener Angle en rivalité contre Shawn Michaels puisque les deux se font face à nouveau à Vengeance dans un très bon match, mais malheureusement le médaillé olympique n'est pas placé au sommet du show rouge après ça puisqu'il se retrouve dans une petite histoire avec Eugene qu'il bat lors de SummerSlam avant de passer rapidement à autre chose. Il tente d'abord de remporter le titre de champion du monde à plusieurs reprises sur la fin de l'année en affrontant Cena à Unforgiven et à Taboo Tuesday dans un triple menace avec Shawn Michaels, mais il échoue systématiquement avant de tenter sa chance une dernière fois début 2006 en participant à l'Elimination Chamber lors de New Year's Revolution. Ce nouvel échec dans le show rouge montre à Kurt Angle qu'il ne connaîtra certainement pas un grand succès là-bas et il revient donc très vite du côté de SmackDown où il s'en sort beaucoup mieux puisqu'il vient à bout de 19 adversaires dans une bataille royale dès son retour pour remporter le titre de champion du monde rendu vacant par Batista quelques temps plus tôt. De retour au sommet de SmackDown, Kurt va d'abord défendre sa ceinture contre Mark Henry lors du Royal Rumble avant de se retrouver face à l'Undertaker à No Way Out pour à nouveau nous offrir le meilleur match de la soirée et conserver sa ceinture afin de se diriger vers WrestleMania. Sur la plus grande scène du monde, il retrouve cette année Rey Mysterio et Randy Orton et c'est malheureusement ce soir-là que le règne du champion olympique va prendre fin, puisque Rey Mysterio réussit à river les épaules de Randy Orton pour gagner le match et la ceinture et envoyer Kurt Angle vers une période nettement plus compliquée. Parce que oui, après ça, il tente sans succès de récupérer sa ceinture et il retrouve Mark Henry à Judgment Day un mois plus tard, mais malheureusement, Kurt Angle subit aussi le résultat d'années passées à catcher avec des douleurs à la nuque et dans le corps tout entier, puisqu'à l'époque, il est dépendant aux antidouleurs et n'arrive pas à se défaire de cette situation. À ce moment-là, l'entreprise va tenter de lui faire passer un message puisqu'il est relégué à la ECW, le 3e show de la WWE qui a une importance nettement moins importante que Raw et SmackDown, et puisqu'il combat régulièrement blessé en plus de vivre dans la dépendance aux antidouleurs. Kurt demande à être libéré de son contrat, ce qu'il obtient le 26 août 2006. La logique voudrait qu'après ça, le médaillé olympique profite d'un repos bien mérité pour se remettre en forme et il aurait même pu carrément prendre sa retraite étant donné qu'il avait déjà tout accompli, mais malheureusement, Kurt Angle va choisir un chemin totalement différent. En octobre 2006, 2 mois à peine après son départ de la WWE, Kurt Angle rejoint la TNA, une autre entreprise de catch importante aux États-Unis, et il se lance alors dans une rivalité contre une des figures majeures de la structure, Samoa Joe.
Là-bas, il va rester invaincu pendant plusieurs années avant de perdre son premier match contre son rival lors de Turning Point pour conclure l'année 2006, et il pourra alors se diriger vers 2007 en concluant cette rivalité avec un Iron Man match de 30 minutes. En fait, quand il arrive à la TNA, Kurt est directement considéré comme une star, notamment à cause de son talent et de son passé à la WWE, et malheureusement, j'aurai pas l'occasion de retracer en détail chacun des moments de son run là-bas, parce que autant les pay-per-views sont assez faciles à trouver, ils sont d'ailleurs en majorité disponibles sur YouTube, mais malheureusement, c'est pas le cas des shows hebdomadaires, et donc on va être obligé de se contenter des événements les plus importants. Encore une fois, pour ceux que ça intéresse de connaître les détails du parcours de Angle à la TNA, je vous redirige comme d'habitude vers la chaîne de Markid123. Oui, c'est en anglais, mais c'est là-bas que je trouve la majorité des informations concernant cette entreprise. Du coup, après sa victoire contre Samoa Joe, Kurt Angle va enchaîner divers matchs importants et attendus, notamment contre AJ Styles, et il va très vite atteindre les sommets en remportant d'abord le titre de champion du monde en mai 2007, avant de se le voir retirer pour finalement le récupérer officiellement dans un match King of the Mountain lors de Slammiversary. Après ça, Kurt Angle va se diriger brièvement vers le Japon où il viendra à bout de Brock Lesnar pour remporter le titre IWGP, et de retour à la TNA, il remportera les titres par équipe avant de battre son propre partenaire Samoa Joe pour devenir quadruple champion dans l'entreprise. Donc voilà, quand je vous dis que la TNA considère Kurt Angle comme une immense star, je vous mens pas, hein, mais malheureusement, c'est pas pour autant qu'il incarne un personnage hyper intéressant à l'époque, parce qu'en réalité, il est en train de vivre une période très compliquée. En plus de ses addictions, sa relation avec sa femme se dégrade, et si je le mentionne, c'est pas uniquement pour parler gratuitement de sa vie privée, parce qu'en fait, la TNA va utiliser cette relation compliquée pour ses storylines à plusieurs reprises. On a donc un Kurt Angle partagé entre sa vie personnelle et professionnelle, et pour autant, il est présent quasiment chaque semaine du côté de Impact pour nous sortir des folies, notamment dans son match contre Sting lors de Bound for Glory, qui marque officiellement les débuts d'un personnage que la communauté a surnommé Perk Angle. Alors évidemment, puisque le mot Perk fait référence aux opiacés, c'est pas du tout le surnom officiel de Kurt Angle à la TNA, mais en fait il va lâcher tellement de folie dans ses matchs à l'époque que tout le monde va attribuer ça au fait qu'il est constamment sous antidouleur. Sauf qu'en réalité c'est pas du tout le cas. Oui, Kurt Angle est addict et sa vie est vraiment difficile à l'époque, mais il a déclaré dans des interviews qu'il n'a jamais combattu sous l'emprise de quelconque substance et qu'il s'arrange toujours pour que sa consommation se fasse le matin ou en dehors des jours où il doit catcher. Et d'ailleurs, j'ai gardé cette information de côté pour le moment où j'allais aborder le sujet Perk Angle, mais il faut savoir que durant toute la seconde partie de son run à la WWE et notamment pendant sa rivalité avec Brock Lesnar, Kurt consomme une quantité astronomique d'antidouleurs et pourtant aucun fan ne remarque quoi que ce soit. Donc oui, on retient beaucoup les folies de Kurt Angle à la TNA, et effectivement, il a proposé des matchs incroyables là-bas, mais non, c'était pas grâce aux antidouleurs, c'est simplement parce qu'il est réellement un des meilleurs de tous les temps. Et accessoirement, parce que sa vie personnelle est tellement horrible à l'époque qu'il décide de tout donner dans le catch parce que c'est la seule chose qu'il a pour lui. Et justement, pour revenir sur son run à la TNA, Kurt récupère son titre 2 jours à peine après l'avoir perdu contre Sting et il le conserve pendant toute la fin de l'année 2007 et le début 2008, où il est finalement rejoint par AJ Styles et Tyson Tomko pour former l'Angle Alliance. Dans cette équipe, Kurt va mettre encore plus en avant son côté comique tout en sortant régulièrement des matchs exceptionnels qui lui permettent quand même de garder sa réputation d'excellent catcheur, mais honnêtement, à l'époque, de ce que j'en ai vu, ces histoires sont loin d'être incroyables. Il se bat contre Christian pour la garde de AJ Styles qui finit par lui voler sa femme dans un segment de mariage sur le ring, et pendant tout ce temps, il est obsédé par son titre de champion du monde qu'il finit par perdre après un très bon match en cage contre Samoa Joe lors de Lockdown 2008. Après ça, Angle se dirige vers une rivalité contre AJ Styles qui permet à ce dernier de devenir beaucoup plus sérieux, d'autant qu'il bat Kurt lors de Slammiversary, et les deux continuent leur rivalité pendant plusieurs mois après ça, offrant aux fans de très bons matchs et quittant le côté comique pour raconter une histoire personnelle et bien plus intense. Parce que oui, si dans l'histoire AJ Styles est censé avoir volé la femme de Kurt Angle, la réalité n'est malheureusement pas bien loin de la fiction puisque Kurt finit par divorcer au mois d'octobre 2008, et son ex-femme commence à l'époque une relation avec Jeff Jarrett qui fait son retour dans l'entreprise. Le pire dans tout ça, c'est que la TNA utilise cette histoire pour lancer une rivalité contre Jarrett et Angle qui rejoint à l'époque la Main Event Mafia et qui enchaîne les matchs de fou, notamment contre Abyss pour nous sortir un des spots les plus connus de son passage dans l'entreprise qui ressort tous les mois sur Twitter, et tout ça le mène finalement dans une histoire avec Sting qui se sépare de la Main Event Mafia et qui affronte Angle à plusieurs reprises début 2009. Justement, cette nouvelle année, elle permet à Kurt Angle de revenir au sommet, puisqu'à Slammiversary, il remporte le match King of the Mountain pour récupérer son 4e titre de champion TNA, et il continue alors son histoire avec la Main Event Mafia, avant de perdre la ceinture 3 mois plus tard au profit de AJ Styles. Malgré cette défaite, à l'époque, Kurt Angle est clairement l'attraction majeure de la TNA et c'est vraiment lui la star principale, et il est donc là chaque semaine, notamment fin 2009, où il met en avant un certain Desmond Wolfe, et oui, je viens d'apprendre aujourd'hui que ce mec c'était Nigel McGuinness, et après ça, Kurt se dirige vers l'année 2010, où il démarre une rivalité contre Ken Anderson. Là encore, cette histoire offre à Kurt Angle certains de ses moments les plus connus à la TNA, avec notamment ce moonsault hallucinant du haut de la cage lors de Lockdown, mais de ce que j'en ai vu, c'est aussi une rivalité très personnelle et intense qui marque un des grands moments de Kurt Angle dans l'entreprise.
Après ça, Angle va tenter de se relancer à la poursuite du titre TNA, mais il n'arrive pas à le gagner puisque Jeff Hardy le bat lui et Mr. Anderson lors de Bound for Glory 2010. Et tout ça ramène Angle dans une rivalité avec Jeff Jarrett et son ex-femme pour nous offrir des segments passablement gênants. Non vraiment, je vous jure, j'ai écouté des résumés de cette rivalité et je ne comprends pas comment c'est passé. Dans l'histoire, Kurt Angle doit accompagner son ex-femme au ring pour un faux mariage avec Jeff Jarrett dans lequel les deux vont insister sur le fait que leur relation est parfaite. Les enfants de Kurt et Karen vont même être mêlés à tout ça et ils vont être utilisés dans des segments télévisés, et pendant ce temps-là, la vie personnelle de Kurt Angle continue de s'effondrer. Pour autant, Kurt reste extrêmement professionnel à l'époque, ce qui force encore plus le respect, et il participe à plusieurs matchs contre Jarrett, notamment lors de Lockdown 2011, où il est battu par son rival après un combat dans lequel il met encore sa vie en jeu à plusieurs reprises. Cette histoire, qui dure maintenant depuis bien trop longtemps, se conclut finalement au mois de juin avec Angle qui bat Jarrett à 2 reprises pour se diriger vers Hardcore Justice, où enfin il retrouve de l'or puisqu'il vient à bout de Sting et remporte alors son 5e titre mondial. Même si à côté de ça, sa vie personnelle est un véritable enfer et qu'il enchaîne les arrestations, Kurt Angle reste une figure majeure de la TNA et il met en avant James Storm en perdant son titre contre lui 2 mois plus tard, avant d'entamer une rivalité contre Jeff Hardy puis de faire équipe avec AJ Styles pour remporter les titres tag team mi-2012. Ce run en équipe ne va en fait pas durer bien longtemps et Kurt revient en solo après ça pour s'opposer au clan Aces and Eights, ce qui va l'occuper pendant toute la fin 2012 et le début 2013, où il démarre une rivalité contre Wes Briscoe pour tenter de le mettre en avant. Bon, spoiler, ça a pas marché du tout, hein, le mec a même réussi à avoir un mauvais match en cage contre Kurt Angle, donc c'est vous dire son niveau. Mais bref, à ce moment-là, on arrive à l'été 2013 et les problèmes de Kurt Angle et ses addictions sont devenus absolument incontrôlables. Et donc enfin, au mois d'août, le médaillé olympique décide d'entrer en cure de désintoxication et il disparaît des écrans pour tenter de se reprendre en main. Grâce à sa motivation et à sa persévérance, Kurt Angle réussit à vaincre ses addictions et il fait son retour à la TNA au mois d'octobre pour avoir une rivalité avec Bobby Roode qui lui permet de conclure l'année 2013 pour se diriger vers 2014, où il aura là nettement moins de matchs, mais où il sera tout de même intronisé dans le Hall of Fame de l'entreprise. En fait, après une rivalité contre EC3 et ses associés, Kurt Angle quitte son rôle de catcheur pour devenir une figure d'autorité et tout indique qu'il va même quitter l'entreprise puisque son contrat s'apprête à expirer. Mais à sa grande surprise, alors qu'il envisage de revenir à la WWE en tant que part-timer, l'entreprise refuse de l'embaucher et Kurt reste alors à la TNA. En fait, si la WWE refuse la proposition de Kurt Angle, c'est d'une part parce que sa réputation n'est plus la même que quand il a rejoint l'entreprise la première fois, il a eu énormément de problèmes personnels et donc la WWE est un peu moins chaud à l'idée de le mettre en avant, mais aussi il faut comprendre qu'à l'époque, la personne en charge des contrats des catcheurs c'est Triple H, et d'une part, il a pas forcément la meilleure des relations avec Kurt Angle, et d'une autre, il a pas du tout les mêmes projets que lui, et il préfère le signer à un contrat pour être là en permanence. Mais bon, du coup, à la TNA, Kurt Angle va remonter sur les rings début 2015 pour avoir divers matchs et remporter une dernière fois le titre mondial en battant Bobby Lashley. Et il conservera la ceinture pendant 6 mois après ça, la perdant finalement contre EC3 au mois de juin, avant d'à nouveau disparaître des rings pour revenir début 2016. À ce moment-là, Kurt Angle a officiellement annoncé qu'il quitterait la TNA le 31 janvier 2016 et il organise donc une tournée d'adieu dans laquelle il a l'occasion d'affronter Drew Galloway et Bobby Roode avant d'avoir son tout dernier match en Angleterre contre Lashley pour définitivement quitter la TNA. Et c'est donc comme ça qu'aurait pu prendre fin la carrière de Kurt Angle. Après ce run de folie à la TNA et ses multiples titres de champion du monde dans les 2 principales promotions de catch à l'époque, le médaillé olympique aurait pu se retirer du monde du divertissement sportif pour prendre une retraite amplement méritée, sauf qu'à l'époque, Kurt Angle n'en a pas terminé et il en veut plus. Il contacte alors la WWE tout en continuant à lutter sur le circuit indépendant dans les mois suivants, et finalement, au mois de janvier 2017, l'entreprise annonce que Kurt Angle sera intronisé au Hall of Fame lors de WrestleMania 33, ce qui marque sa toute première apparition dans l'entreprise en plus de 10 ans. Ce soir-là, Kurt a l'occasion de revenir sur sa carrière et il réalise que les fans ne l'ont toujours pas oublié et le soutiennent autant qu'à l'époque. Et donc, vous le savez certainement, cette intronisation marque en réalité le début d'un run qui va permettre au médaillé olympique de réellement mettre un terme à sa carrière dans le catch. Il apparaît d'abord en tant que general manager de Raw au lendemain du plus grand show de l'année, et s'il ne reprend pas tout de suite un rôle de catcheur avec ça, il est tout de même mêlé à une storyline, puisqu'il révèle au monde entier que Jason Jordan est son fils caché. Oui, je sais pas pourquoi la WWE a décidé de faire ça, ça avait absolument aucun sens et ça n'a servi à rien, vraiment Jason Jordan n'en a pas profité du tout et c'était juste ridicule, mais heureusement justement l'histoire est très vite oubliée et au mois d'octobre, on apprend qu'enfin Kurt Angle va faire son retour sur les rings. Son tout premier match a finalement lieu lors de TLC où il remplace Roman Reigns en tant que membre du Shield, un moment qui paraît lunaire aujourd'hui, on dirait qu'on est dans un mode univers d'un jeu de catch qui serait allé beaucoup trop loin, mais grâce à ça, Kurt obtient une première victoire à la WWE depuis son départ en 2006, et il commence alors officiellement sa tournée d'adieu.
Malheureusement, cette tournée d'adieu ne va absolument pas se passer comme prévu. Déjà, Kurt Angle n'est plus du tout le même qu'en 2006. Ses problèmes à la nuque se sont multipliés, il a de nombreux soucis de motricité qui l'empêchent de proposer le catch qu'il a rendu populaire. Et même s'il fait de son mieux pour faire des matchs corrects, on est quand même bien loin de la machine à catcher qu'il était dans les années 2000. Il va alors combattre lors de Survivor Series, puis lors de WrestleMania 34 pour offrir à Ronda Rousey son tout premier match à la WWE, ce qui honnêtement était une plutôt bonne idée, ce qui aurait d'ailleurs pu être le dernier match de Angle. Mais finalement après ça, il décide de continuer à catcher et il participe alors au Greatest Royal Rumble puis à la Coupe du Monde du catch lors de Crown Jewel, en plus d'affronter Drew McIntyre et Baron Corbin dans la fin 2018 et le début 2019. Et oui, malheureusement, on arrive à ce moment-là de la carrière de Kurt Angle, il est remplacé par Baron Corbin en tant que dirigeant de Raw et il démarre alors une rivalité avec lui, une histoire qui à mon sens va durer bien trop longtemps et le mener à participer au Royal Rumble 2019 avant de croiser Corbin à plusieurs reprises, et finalement le 11 mars 2019, alors que tout le monde comprend qu'on est sur la fin de la carrière de cette légende, il annonce qu'à WrestleMania 35, il participera à son tout dernier match, et que son adversaire sera nul autre que Baron Corbin. Évidemment, la déception est immense et on va revenir dessus, mais heureusement pour quand même se faire plaisir dans ses derniers combats à la WWE, Kurt a l'occasion de faire face à Samoa Joe, Chad Gable et AJ Styles dans la route vers WrestleMania, ce qui lui permet de proposer des performances relativement sympas pour son âge, mais tout ça nous mène inévitablement vers le 35e WrestleMania de l'histoire, où Kurt fait sa toute dernière entrée sur un ring pour faire face à Baron Corbin. Et là, je suis désolé, je sais qu'il y a le running gag autour de Baron Corbin en France, mais soyons sérieux 10 secondes, c'est une idée horrible. Déjà, tout le monde espérait que John Cena soit le dernier adversaire de Kurt Angle, ce qui aurait été extrêmement logique au vu de l'histoire entre les deux, même si ça aurait évidemment pas sorti un match exceptionnel. Et surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je dis tout le monde, c'est tout le monde, y compris Kurt Angle. En gros, à l'époque, alors qu'il est dans cette rivalité contre Baron Corbin et qu'il annonce que son dernier match aura lieu à WrestleMania, il demande à Vince McMahon de se retrouver contre John Cena pour finir sa carrière en beauté. Et s'il imagine que l'entreprise va lui donner ce qu'il veut pour le remercier de tout son travail, Vince lui répond que s'il veut affronter John Cena à WrestleMania, il doit attendre l'année suivante, puisqu'il est important qu'il termine d'abord sa rivalité contre Baron Corbin. Parce que oui, vous comprenez quand même, la rivalité elle intéressait tout le monde et elle était ultra intense, donc c'était nécessaire de la terminer. Non, sérieusement, je trouve que c'est juste une honte. Voilà, je le dis encore aujourd'hui, je sais pas comment des gens peuvent défendre cette décision. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, Déjà, Angle n'avait pas envie d'affronter Corbin à WrestleMania, ou du moins il préférait affronter Cena. En plus, l'histoire honnêtement, elle était pas intéressante du tout. Mais au-delà de ça, le fait d'avoir l'audace de demander à un Kurt Angle à bout de force de faire une année de plus s'il veut affronter John Cena, je trouve ça juste honteux. Surtout que maintenant, on connaît l'histoire, WrestleMania 36 s'est déroulé dans une salle vide à cause de la pandémie, donc si vraiment ce show avait marqué le dernier combat de Kurt Angle, je pense qu'il aurait été encore plus déçu. Mais c'est pas tout, parce que à la limite, admettons que la WWE veuille mettre Kurt Angle contre un catcheur de milieu de carte à WrestleMania pour qu'il mette en avant la nouvelle génération. Pas de souci, mais déjà, ils auraient pu choisir quelqu'un comme Chad Gable ou Samoa Joe par exemple, comme ils l'ont fait à Raw quelques semaines avant, et quand bien même ils voulaient absolument le faire affronter Baron Corbin, je trouve ça honteux qu'il n'en ait strictement rien fait. C'est-à-dire que là, ok, Baron Corbin bat Kurt Angle dans un match de 6 minutes complètement nul, mais qu'au moins ça serve à quelque chose, que Corbin s'en serve dans les semaines suivantes pour se diriger vers des choses plus intéressantes. Sauf que non, après ça, Baron Corbin ne fait strictement rien, si ce n'est obtenir quelques matchs de championnat contre Rollins dans les semaines suivantes, dans lesquels il est absolument pas construit comme un challenger crédible, et après tout ça, il retombe rapidement dans le milieu de la carte. Bref, vous l'aurez compris, je suis extrêmement déçu du dernier match de Kurt Angle à la WWE, d'autant que sa dernière apparition après ça, elle sert à mettre en avant Lars Sullivan, encore un succès ça aussi, et il finit ensuite par occuper un rôle d'officiel dans les coulisses, en plus de faire quelques apparitions à Raw avant d'être licencié au mois d'avril 2020. Depuis, il a quand même fait quelques petites apparitions à la WWE, notamment pour des événements spéciaux, mais sa carrière dans les rings est bel et bien terminée, et il peut aujourd'hui se concentrer sur des activités annexes en profitant d'une retraite bien méritée. Parce que même si son dernier run à la WWE est décevant, entre l'histoire avec Jason Jordan et son match à WrestleMania 35, il faut pas oublier que Kurt Angle c'est une vraie légende. Un homme qui a réussi une transition parfaite entre le monde de la lutte et celui du catch en devenant rapidement un des plus grands de tous les temps, autant dans le ring que dans les autres aspects de la discipline. Et s'il est souvent mentionné comme un immense catcheur, je trouve qu'il n'est pas assez souvent cité parmi les meilleurs de manière objective. Pour moi, il a totalement sa place aux côtés des Stone Cold, Rock ou autres Bret Hart et Shawn Michaels, parce que au-delà d'avoir un talent athlétique impressionnant qu'il a parfaitement utilisé en rejoignant la WWE puis la TNA, il a aussi su proposer des segments mémorables en ne se prenant pas au sérieux, et qu'on le veuille ou non, ça reste un aspect très important du catch. Que ce soit dans le ring ou au micro, Kurt Angle s'est adapté extrêmement vite à un monde qu'il ne connaissait pas du tout, et il est sans aucun doute un des catcheurs les plus talentueux de l'histoire de la WWE, qui nous a proposé des matchs inoubliables notamment à WrestleMania, où il a réussi à briller systématiquement en volant le show.
Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que l'histoire de Kurt Angle, elle est presque aussi belle que tragique, puisque c'est un homme qui a longtemps souffert d'addiction dont il a fini par se débarrasser après une période très difficile dans les années 2010, et on sent que c'est une partie de sa vie qu'il regrette énormément, puisqu'il se définit lui-même par cette phrase extrêmement triste. Il y a 20 ans, j'étais un exemple pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis un ancien toxicomane. À mes yeux, malgré cette phrase, Kurt Angle reste tout de même un exemple, ne serait-ce que pour la carrière absolument incroyable qu'il a eue, et honnêtement, aujourd'hui, ça me fait beaucoup de peine de l'entendre prononcer cette phrase, mais aussi de l'entendre donner ce conseil à la nouvelle génération dans son discours du Hall of Fame, puisqu'il leur dit de faire très attention à ce qu'ils font dans leur carrière, pour éviter d'être celui ou celle qui aurait pu être le meilleur au monde. Du coup, comme d'habitude, je compte sur vous pour me donner votre avis sur Kurt Angle dans les commentaires. Dites-moi par exemple quel est votre match préféré dans sa carrière. Et si jamais vous n'en avez vu aucun, je vous invite à vous rendre sur le lien en description ou en commentaire épinglé pour profiter de l'offre NordVPN et regarder la WWE et les matchs de Kurt Angle sur Netflix. Sur ce, moi je vous donne rendez-vous sur Twitch et sur ma chaîne secondaire, les liens sont en description, mais je vous donne aussi rendez-vous dimanche prochain sur cette chaîne pour pronostiquer WrestleMania 41. C'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.